Chapitre 18. Vers quel refuge? J'ai choisi de porter l'enfant du malin afin d'être à jamais libéré de lui. Une fois ma décision prise, rien n'aurait pu me détourner de mon but. Maintenant, je veux le détruire, et personne ne m'arrêtera. Les archers avaient visé bas, comme Will leur avait ordonné. Mais plus rapide que le vol des flèches, je forçai le prêtre à s'agenouiller devant moi pour me servir de bouclier. L'un des traits lui transperça la poitrine. Il émit un grognement de douleur et tomba, raide mort. À côté de moi, Thorn détourna l'autre flèche d'un coup d'épée. Avant que les archers aient pu sortir une autre flèche de leur carquois, nos couteaux de jet s'étaient fichés dans leur œil gauche. Les arcs glissèrent de leurs doigts inertes, tandis qu'ils s'écroulaient de chaque côté du garçon. Will fit un pas en arrière, avec une expression de terreur. Il nous était cependant inutile de le tuer. Ce n'était qu'un enfant dont le monde familier venait de basculer. Une série d'émotions se succédaient sur le visage de Thorn. La colère et le mépris envers Will, qui avait voulu nous abattre, mêlés à la tristesse et au regret. Je savais qu'elle se sentait trahie. « Le prêtre est mort, Will, » articulai-je d'un ton lugubre. « Ton protecteur est déchargé de ses devoirs. Désormais, le maître, ici, c'est toi. Gouverne avec sagesse et justice. » Il voulut dire quelque chose à Thorn, mais le pont-levis était presque abaissé et nous n'avions pas de temps à perdre. La fillette sur mes talons, je m'élançai sur la passerelle de bois, inclinée et glissante, et franchis d'un bond l'étroit espace restant. J'atterris sur la terre molle, de l'autre côté des douves. Des flèches tirées depuis le chemin de ronde sifflèrent autour de nous. Nous courions vite, en zigzag, et les archers valides n'étaient pas les meilleurs tireurs. 3 secondes plus tard, l'obscurité nous avait avalés. Le vrai danger, à présent, rôdait quelque part devant nous. Le Kretsch s'était-il déjà régénéré? Le mage et les sorcières savaient-ils que nous avions quitté le château? Si la réponse à la première question restait incertaine, il était probable que des espions nous surveillaient. Ils auraient entendu les cris, vu le pont-levis s'abaisser. À cet instant même, ils alertaient sans doute les sorcières. Nous fonçâmes approximativement vers l'est, là où le soleil se lèverait. Tout en courant, je m'interrogeais avec désespoir. Où aller? Vers quel refuge? Mon esprit passait d'une solution à l'autre. Il y avait bien un endroit dont nous pourrions tirer avantage, même si nous risquions d'y rencontrer plus d'ennemis que d'amis. Je changeai donc de direction en accélérant l'allure. « La combe aux sorcières est juste devant nous !» objecta Thorn en se plaçant à ma hauteur. « C'est là que nous allons, petite. C'est probablement le meilleur lieu où se battre. » Bientôt, la colline de Pendle se détacha contre le ciel. Elle avait la forme d'une énorme baleine, ce grand mammifère marin que j'avais aperçu, une fois, au cours d'une de mes traversées en mer du Nord, loin des côtes du comté. Nous fîmes halte dans un bois, certaines d'avoir mis une bonne distance entre nous et nos poursuivants. Nous n'approchions pas de la combe aux sorcières avant la tombée de la nuit. « Comment te sens-tu, petite ?» demandai-je à Thorn. Je craignais que l'épreuve subie dans le cachot ait affecté son aptitude au combat. « Comment je me sens ?» aboya-t-elle. « À quoi faites-vous allusion? À ce garçon ?» Oui, à ce garçon, et aussi aux tourments auxquels tu as été soumise. Le garçon n'est plus rien pour moi. Les hommes sont-ils tous aussi stupides? Pas tous. Il y a des tas de braves types qui feront de bons maris pour les femmes qui en cherchent un. N'aie pas trop mauvaise opinion de Will. Le voilà orphelin. En passant ce marché avec nous, il a déclenché une chaîne d'événements qui ont abouti à la mort de son père. Maintenant, oublie-le. Il n'aurait jamais pu faire partie de ta vie. Tu es une sorcière et tu seras un jour une tueuse. Il deviendra chevalier. Vous appartenez à 2 mondes différents. Oui, je vais tâcher de l'extirper de mon esprit. Thorn se tut et je respectais son silence. Enfin, je repris. Et la torture? La douleur causée par les coups d'aiguillon a d'abord été atroce, avoua-t-elle. Au bout d'un moment, ma sensibilité a diminué et je l'ai mieux supportée. Quand le prêtre s'en est aperçu, il a menacé de me couper les pouces sans attendre que je sois morte. Il savourait ma peur. Je le voyais dans ses yeux. C'était insupportable. Je n'avais jamais ressenti une telle terreur, un tel désespoir. Tout ce que j'avais été, tout ce que j'aurais pu devenir m'aurait été enlevé. J'aurais été réduite à rien, à une pauvre chose honteuse, condamnée à d'éternelles railleries. Tu as échappé à ce sort, petite. Tu t'es montrée courageuse. Tu as supporté vaillamment la souffrance. Le prêtre est mort et tu es vivante, prête à poursuivre le combat. Nous détruirons nos ennemis. Nous serons victorieuses.
On sera en sécurité dans la combe ? Demanda-t-elle. On y trouvera des alliés ? Il n'y a plus d'endroit sur cette terre qui soit sûr pour nous désormais. Tout dépendra de notre première rencontre. Certaines sorcières mortes seront peut-être bien disposées envers nous. La plupart en voudront seulement à notre sang. Mais elles protégeront leur territoire. Si on arrive à pénétrer au cœur de la combe, elles le défendront contre une menace plus importante, celle que représentent nos poursuivants. « C'est dans la combe aux sorcières que vous avez affronté Kernol, n'est-ce pas ?» reprit Thorn. « C'est là que vous avez gagné votre titre de tueuse. »« En effet, petite, les années ont passé, mais il me semble que c'était hier. »« Racontez-moi !»« Tu connais cette histoire par cœur, tu l'as entendue de ma bouche des dizaines de fois. » J'écoutais le vent qui chuchotait à travers les arbres, l'oreille au guet. Les alentours étaient tranquilles, nos ennemis à distance. « S'il vous plaît, contez-la-moi encore. Une histoire est à chaque fois différente. Un bon conteur se souvient de nouveaux détails et oublie les moins importants. » Avec un sourire, je consentis à sa demande. Pourquoi pas? Cela nous distrairait un moment de notre angoisse. L'épreuve se déroulait toujours au nord du triangle du diable, où se situent les villages des Malkines, des Dînes et des Mouldils. Kernold privilégiait comme terrain de combat la combe aux sorcières, où les familles enterrent les défuntes. Kernold avait fait d'elles ses alliés, voyant par leurs yeux, flairant par leur nez, écoutant par leurs oreilles, les utilisant parfois comme des armes. Plus d'une candidate avait été vidée de son sang par une sorcière morte avant que Kernold vienne lui couper les pouces pour prouver sa victoire. « N'est-ce pas une tricherie de se faire aider par des sorcières mortes ?» s'enquit Thorn. « Certains le pensent, mais elle était la tueuse des Malkines depuis de nombreuses années. Elle était redoutée. Qui aurait osé remettre ses actes en question ? J'ai entendu dire que des sorcières mortes conservent de grandes forces et sont capables de parcourir des mailles en quête d'une proie. Combien y en a-t-il de cette sorte ? Jusqu'à l'automne, elles étaient 5. Mais comme tu le sais, elles ne survivent pas éternellement. Elles s'affaiblissent peu à peu. Des morceaux de leur corps se décomposent et se détachent. J'ai appris par Agnès que l'hiver a pris son dû. Elles ne sont plus que 3 à présent. À qui s'allieront-elles ? À vous ou à nos ennemis ? Cela reste incertain, petite. Si 2 au moins combattaient à nos côtés, l'équilibre des forces serait en notre faveur. Thorn hocha la tête, songeuse. « Parlez-moi de Kernold, » reprit-elle. La plupart du temps, elle triomphait sans l'aide des sorcières mortes. Je poursuivis. Les lames, les cordes et les chausse-trappes n'avaient aucun secret pour elle, mais sa spécialité était la strangulation. Elle prenait plaisir à infliger une mort lente à celle qui avait vaincu. Je savais tout cela avant que la lutte ne commence. J'y avais longuement réfléchi et j'avais exploré la combe à plusieurs reprises au cours des mois précédents. Je m'y étais rendu en plein jour, quand les sorcières mortes dorment, à des heures où Kernold était en chasse à l'autre bout du comté. Je connaissais chaque arbre, j'avais flairé chaque pouce de terrain, repéré les emplacements de chaque piège. Et ils étaient nombreux. Beaucoup de celles qui avaient affronté Kernold étaient mortes avant de l'avoir seulement rencontré. Aussi, je me tenais prête. Je me présentai à la lisière de la combe juste avant minuit, l'heure où le combat devait débuter. À ma gauche s'élevait la masse menaçante de Pendle. La pleine lune, haute dans le ciel, baignait ses peintes de lumière. Le feu d'un fanal s'allumait au sommet, lançant vers le ciel des gerbes d'étincelles. C'était le signal. Je fis alors ce qu'aucune autre concurrente n'avait fait avant moi. La plupart pénétraient dans la combe, nerveuses, tremblantes à l'idée de ce qu'elles allaient affronter. Les plus braves elles-mêmes ne s'y aventuraient qu'avec une extrême prudence. Mon attitude fut tout autre. J'annonçais mon arrivée à voix forte et claire. « Laissez-moi le dire, Grimalkin, s'il vous plaît !» m'interrompit Thorn. J'acquiesçai. Elle sauta sur ses pieds, la mine solennelle. Elle prononça les mots mêmes que j'avais utilisés tant d'années auparavant. « Me voici, Kernold. Je m'appelle Grimalkin et je viens te tuer. C'est pour toi que je suis ici. Kernold, pour toi. Et personne ne m'arrêtera, ni mort, ni vivant. » Elle se rassit, et nous éclatâmes de rire toutes les deux. « Vous le pensiez vraiment ?» me questionna enfin Thorn. « Ces paroles, vous y croyez ?» Je croyais jusqu'à un certain point. Ma provocation n'était pas simple bravade, même s'il y avait un peu de ça, mais le produit de nombreuses spéculations. Mes cris alerteraient les sorcières mortes. Elles se montreraient. C'était ce que je voulais.
Il est important de savoir localiser le danger. Les sorcières mortes sont plutôt lentes. Je les distancerai aisément à la course. La plus dangereuse était Gertrude la hideuse, à cause de son apparence impressionnante, et parce qu'elle était incroyablement véloce pour une sorcière trépassée depuis plusieurs siècles. Elle écumait la combe et ses environs en quête de sang frais. Cette nuit, elle serait là. Elle était la complice attitrée de Kernold, qui la récompensait en victime, car elle avait participé à chaque victoire. Je patientai une quinzaine de minutes, assez pour donner à la moins rapide des sorcières le temps d'approcher. J'avais déjà flairé la vieille Gertrude. Elle s'était terrée un moment à la lisière de la combe, sans se risquer à l'extérieur, puis s'était retirée sous les arbres pour laisser ses sœurs moins agiles m'attaquer les premières. J'entendais des froissements de feuilles, des craquements de brindilles. Elle rampait vers moi. Elle était lente, mais je ne devais pas commettre l'erreur de les sous-estimer. Quand une sorcière morte a refermé ses crocs sur votre chair, il est presque impossible de lui faire lâcher prise. Elle aspire votre sang jusqu'à la dernière goutte. Certains se tiendraient au ras du sol, enfouis sous les feuilles, prêts à m'attraper par les chevilles si je passais à leur portée. Je fonçais en courant sous les arbres. J'avais déjà flairé Kernold, sous les branches du plus vieux chêne de la combe. C'était son arbre, au cœur duquel elle stockait sa magie. Tout son pouvoir était rassemblé là. Je prenais plaisir à ce récit, qui me faisait revivre mon combat pour gagner mon titre de tueuse. J'avais remporté depuis bien des batailles, mais cette première victoire était celle dont le souvenir me réjouissait le plus, car elle avait marqué les vrais débuts de Grimalkin. Je poursuivis. Une main jaillit hors des feuilles. Sans ralentir, je sortis un poignard de la gaine attachée à ma cuisse et épinglai la sorcière à une racine tortueuse. Retiens ce conseil, Thorn. Ne fixe jamais une sorcière par la paume de sa main. Elle la déchirerait pour se libérer. Plante toujours ta lame dans son poignet. C'est ce que je fis. Une autre rampait vers moi. Un rayon de lune éclairait sa face blême. La salive qui lui dégoulinait le long du menton mouillait ses haillons maculés de taches sombres. Elle marmonnait une malédiction assoiffée de sang. Je tirai un couteau du fourreau fixé à mon épaule droite et le lançai. La lame lui entra dans la gorge, et le choc la rejeta en arrière. J'accélérai ma course. 4 fois encore, mes lames pénétrèrent des chairs mortes. J'avais distancé la plupart des autres sorcières, les trop lentes et celles que j'avais estropiées. Mais Kernold et sa puissante alliée m'attendaient quelque part. Je m'étais équipé de 8 fourreaux. Ce jour-là, chacun d'eux abritant une lame. Il ne m'en restait que 2. D'un bond, je franchis une fosse, puis une autre. Une couche de boue et de branchages les dissimulait, mais je savais qu'elles étaient là. Enfin, une haute silhouette me barra le chemin. Je fis halte et me préparai à l'attaque. Quelle approche donc, la vieille? Gertrude la hideuse portait bien son nom. Sa chevelure emmêlée, grouillante de bestiole, tombait jusqu'à terre et lui couvrait le visage tel un rideau. On ne distinguait qu'un œil malveillant et une longue dent recourbée, qui lui retroussait la lèvre et touchait presque sa narine. Elle se jeta sur moi dans un grand jaillissement de feuilles, les mains tendues pour me griffer les joues ou me prendre à la gorge. Elle était vive, pour une morte, pas assez cependant. De la main gauche, je sortis la plus large de mes lames du fourreau fixé à ma hanche. Comme tu le sais, ce n'est pas une arme de jet, plutôt une courte épée à 2 tranchants, particulièrement effilée. Je me fendis et d'un seul geste séparai proprement la tête de Gertrude de ses épaules. Elle rebondit contre une racine avant de rouler un peu plus loin pour finir sa course dans un tas de feuilles pourrissantes. Gertrude hante-t-elle toujours la combe? On ne la voit plus que rarement. Elle décline son esprit pourri plus vite que son corps. J'ai certainement hâté sa décadence. Mais revenons à mon histoire. Une fois le sort de Gertrude réglé, j'étais prête à m'occuper de Kernold. Elle m'attendait sous son arbre, frottant son dos contre l'écorce, épuisant des forces pour la bataille. Des cordes destinées à m'attacher pendaient aux branches. Elle ne me faisait pas peur. Elle m'évoquait plus un vieil ours grattant ses puces que la redoutable tueuse que tous craignaient. Courant vers elle, à pleine vitesse, je tirai le dernier de mes couteaux de jet et le lui lançai à la gorge. Il tourbillonna dans les airs, puis fila droit vers sa cible. Elle le détourna d'un geste dédaigneux de la main. Je ne ralentis pas pour autant, m'apprêtant à me servir de ma longue épée. Le sol s'ouvrit alors sous mes pieds, mon cœur rata un battement, et je tombai dans une fosse. Je me souviens du choc que je ressentis alors. J'étais si sûr de moi, mais dans ma chute, je compris que j'avais sous-estimé mon adversaire. La rapide victoire que j'avais prévue m'était refusée.
Néanmoins, je restais déterminé à me battre et à survivre. La lune était haute. J'eus le temps de voir les pics acérés prêts à m'empaler. D'un coup de rein désespéré, je tentais de m'en écarter. Mais les éviter toutes était impossible. Je me contorsionnais juste assez pour m'épargner le pire. Une seule me transperça. M'épargner le pire, dis-je. La douleur fut atroce. La pique m'avait traversé la cuisse. Je glissais tout du long, jusqu'à heurter durement le sol. Le choc me coupa la respiration. L'épée m'échappa et retomba hors de ma portée. Je gisais là, luttant pour reprendre mon souffle et dominer la souffrance. Les piques étaient fines, très pointues et très longues. Elles mesuraient plus de 6 pieds. Pas moyen de lever la jambe assez haut pour me libérer. Je maudis ma folie. J'avais compté sur ma connaissance du terrain, mais Carnold avait sûrement surpris mes incursions dans la combe. Elle avait attendu le dernier moment pour creuser un nouveau piège. Une sorcière tueuse doit sans cesse s'adapter et tirer les leçons de ses erreurs. Étendu là, à 2 doigts de la mort, j'admettais ma stupidité. Je m'étais montrée trop confiante. J'avais sous-estimé Carnold. Je me jurais, si je survivais, de tempérer ma témérité d'un brin de prudence. Si je survivais. La large face blême de la tueuse apparut au bord de la fosse. Elle me contempla d'en haut sans prononcer un mot. J'étais rapide et j'excellais au maniement des lames. J'étais forte aussi, mais pas aussi forte qu'elle. Ce n'était pas sans raison qu'on l'avait surnommée Carnold de l'étrangleuse. Après chaque victoire, elle pendait parfois ses victimes par les pouces avant de les asphyxier lentement. Elle ne s'y prendrait pas ainsi cette fois. Elle avait vu de quoi j'étais capable et ne courrait aucun risque. Elle mettrait bientôt ses mains autour de mon cou et serrerait jusqu'à ce que le dernier souffle de vie ait quitté mon corps. J'allais expirer au fond de ce trou. Elle commença à descendre dans l'intention de m'étrangler. J'étais calme, résigné à mourir s'il le fallait. Mais une idée m'était venue, qui me donnait une faible chance de m'en tirer. Carnold atteignit le sol et s'approcha en contournant les pics, faisant jouer les muscles de ses mains puissantes. Je me préparais à la douleur. Pas celle qu'elle allait m'infliger, celle que j'allais délibérément m'imposer. Mes mains aussi étaient puissantes. Mes épaules et mes bras musclés me permettaient de soulever des poids considérables. Les pics, bien que fines et flexibles, étaient solides. Je devais pourtant tenter le coup. De là où j'étais étendu, je ne pouvais atteindre que celle qui me transperçait la cuisse. Je l'attrapais donc et la remuais d'avant en arrière, la tordant et la fléchissant. Chaque mouvement envoyait le long de ma jambe et de mon corps des ondes de souffrance. Je serrais les dents et je continuais la manœuvre jusqu'à ce que la pique cédât enfin. Elle se rompit et me resta dans la main. Je dégageai vivement ma jambe du tronçon restant et m'agenouillai face à Carnold. Mon sang ruisselait et imbibait la terre. Tenant la pique comme une lance, je la pointai vers mon adversaire. Avant que ses mains aient atteint mon cou, je lui avais transpercé le cœur. Carnold parut stupéfaite et recula, mais elle se reprit vite et prépara une autre attaque. Elle avait puisé dans son arbre une grande quantité d'énergie magique. Elle se concentra pour projeter vers moi des ondes de ténèbres. Elle utilisa d'abord l'horification, ce sortilège avec lequel les sorcières pétrifient de terreur leurs ennemis. Une vague d'épouvante déferla sur moi et mes dents s'entrechoquèrent, comme celles d'un squelette dansant une nuit d'Halloween. La magie de Carnold était puissante, pas assez, cependant, pour que je ne puisse détourner le sort. Bientôt ses effets s'affaiblirent, guère plus pénible à supporter que le vent qui soufflait de l'Arctique le jour où j'avais massacré des loups. Elle lança alors contre moi une horde hurlante d'âmes qu'elle tenait emprisonnées dans les limbes grâce à la magie des ossements. Elles s'accrochèrent à moi, m'emprisonnant les bras, de sorte que je dus lutter de toutes mes forces pour ne pas lâcher la pique. « Avez-vous déjà enfermé des âmes dans les limbes ?» me demanda Thorn. « Ça m'est arrivé autrefois, je ne le fais plus. C'est pourquoi je ne t'ai pas enseigné cet art. En tant que tueuse, nous valons mieux que des sorcières liées à l'habituelle magie des ossements. Certes, nous utilisons la magie, mais nos plus grands atouts restent l'habileté au combat et notre force mentale. C'est cette dernière qualité qui m'a permis de repousser les âmes envoyées par Carnold. La magie noire conférait à ces morts sans repos une vigueur incroyable. Il me serrait la gorge aussi fort que Carnold l'aurait fait elle-même. Le plus redoutable était l'esprit d'un semi-homme, fils du malin et d'une sorcière. Il me couvrit les yeux et introduisit ses longs doigts froids dans mes oreilles. Je crus que ma tête allait exploser. Sourde, aveugle, je me débattis en hurlant. «
Tu n'en as pas fini avec moi, Carnold. Je suis Grimalkin, j'incarne ton destin. La vision me revint. Les doigts du non-humain sortirent de mes oreilles avec un bruit de bouchon qui saute. J'avais de nouveau les bras libres et je bondis sur mes pieds, mon arme levée. Carnold se jeta sur moi, horrible ours aux mains d'étrangleuses. Mais j'avais bien visé. Je lui enfonçai la pique en plein cœur. Elle tomba à mes pieds et son sang se mêla au mien, imprégnant la terre. Elle hoqueta, essaya de parler. Je me penchai pour approcher mon oreille de sa bouche. « Tu es une gamine !» croissa-t-elle. « Être vaincue par une gamine, après tant d'années, ce n'est pas possible. »« Ton temps est achevé, le mien commence, » déclarai-je. « La gamine t'a pris la vie, et elle va prendre tes os. » Après avoir prélevé sur elle ce dont j'avais besoin, je hissai le cadavre de Carnold hors de la fosse à l'aide de ses propres cordes. Puis je la pendis par les pieds à une branche, de sorte que les oiseaux, à l'aube, se nourrissent de sa chair et nettoient son squelette. Cela fait, je traversai la combe sans encombre. Les sorcières mortes gardèrent prudemment leur distance. Gertrude la hideuse, à quatre pattes, tâtonnait toujours dans les feuilles pourries à la recherche de sa tête. Sans ses yeux, elle aurait eu du mal à la retrouver. Quand je sortis du dessous des arbres, le clan m'acclama. J'élevai dans ma paume les pouces de Carnold. Toutes s'inclinèrent en hommage à mon exploit. Catrise elle-même, qui présidait le conventus des 13, me fit acte d'obédience. Lorsqu'elles se relevèrent, je lus dans leurs yeux un respect nouveau et de la peur. Avec cette victoire, ma quête débutait. Elle ne cesserait que lorsque j'aurais détruit le malin. Le piège garni de piques m'avait donné une idée. Forger une lance bien pointue dans un alliage d'argent pour transpercer le cœur de mon ennemi. « Et c'est ce que vous avez fait avant de lui trancher la tête ?»« Oui, petite, avec l'aide de Tom Ward et de son maître, John Gregory. J'ai empalé le malin avec des lances d'argent et cloué ses mains au rocher. Puis l'apprenti de l'épouvanteur lui a coupé la tête, que j'ai enfermé dans ce sac de cuir. Nous avons comblé la fosse avec de la terre, scellée par-dessus une large pierre plate sur laquelle nous avons placé un rocher. « Même si l'une de nous venait à mourir, » déclara Thorn, « l'autre resterait la gardienne de la tête, et un jour, le démon sera détruit une fois pour toutes. » Un sourd grognement monta alors du sac. Le malin avait écouté notre conversation et ne l'avait pas apprécié. Dans le long silence qui suivit, je pouvais presque entendre les pensées de Thorn. Quand elle reprit la parole, ce fut pour poser une question cruciale. « Avez-vous déjà coupé ses pouces à un ennemi vivant ?» Je compris que la terreur qu'elle avait ressentie à cette menace était encore vive en elle. Néanmoins, incapable de me contenir, je sifflai de colère. « C'est que certains prétendent que vous l'avez fait à ceux que vous haïssiez le plus, » se justifia-t-elle. « Mes ennemis doivent me craindre, » répliquai-je. « Avec mes ciseaux, je tranche la chair des morts, ceux que j'ai tués au combat, puis je leur coupe les pouces et porte leurs os à mon cou, en guise d'avertissement. Comment faire autrement avec la vie que je mène? Sans brutalité, sans sauvagerie, je ne survivrai pas une semaine. »« Mais des vivants » insista-t-elle. « Avez-vous fait ça avec des vivants ?» Elle était courageuse de continuer sur ce sujet, alors que je me mettais visiblement en rogne. Le courage était l'une de ses qualités principales, et l'un de ses principaux défauts. Elle pouvait se montrer imprudente. Elle ne savait pas reconnaître le moment où il valait mieux renoncer. « Je ne désire pas en parler, » dis-je calmement. « Le débat est clos. »